J'en ai ras-le-bol des jeunes. Bah qu'est-ce qui se passe, monsieur Macron? Vous êtes ronchon? Oui, parce que non seulement maintenant ils veulent plus faire la guerre et mourir en Europe, mais en plus maintenant ils pensent qu'à se droguer. Alors je vais vous le dire, on va serrer la vis. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 17 décembre et le grand chef est colère. J'en ai ras-le-bol. Ah bah je vous avais prévenu, ça va filer droit. Hier, Emmanuel Macron était en déplacement à Marseille pour déclarer la guerre au narcotrafic cette fois. Décidément, il ne peut pas s'en empêcher, il faut toujours qu'il mette son costume de général. Ce sont ses mots, le chef de l'État veut pilonner les têtes de réseau, mais aussi s'attaquer aux consommateurs. C'est ce qu'il a dit notamment devant les lecteurs de la Provence. J'en ai ras-le-bol d'avoir des jeunes qu'on pleure et dans des quartiers d'avoir d'autres gens qui considèrent que c'est festif d'aller acheter de la drogue et qui sont généralement pas des mêmes milieux sociaux. Ah bah ça démarre fort, il s'imagine encore que les gosses de riches vont faire leurs emplettes eux-mêmes dans les cités. Pour quelqu'un qui a ouvert en grand la porte de l'ubérisation en France, il est quand même très mal informé sur les dégâts de ses propres choix. Bah oui Manu, le trafic de drogue a parfaitement intégré tes innovations. Maintenant, la jeunesse, et particulièrement celle qui a du fric, se fait livrer tranquillou à domicile avec promo, notifications et service client directement sur son téléphone. Et puis partir du postulat que c'est en grande majorité festif d'aller acheter de la drogue. Là aussi, on nage en plein dans les clichés. Aller acheter de la drogue, c'est éventuellement risqué, cher, contraignant et surtout, c'est le résultat d'une dépendance aux produits. L'addiction, c'est avant tout une maladie et ça serait bien de le prendre en compte. Mais enfin, quand on voit ce que Macron a fait du service public hospitalier, c'est sûrement trop lui demander. D'ailleurs, ce narratif sur les consommateurs de drogue qui porterait la responsabilité des violences liées au trafic, c'est pas nouveau, c'est même une ritournelle simpliste et moralisatrice qu'on nous sort régulièrement. Un joint, il a le goût du sang, il a le goût des larmes. Il y a moins de 10% de Français qui fument du cannabis. Il y a moins de 5% de gens qui consomment de la cocaïne ou des drogues de synthèse. Et bien si ces gens arrêtaient de consommer de la drogue, arrêtaient de fumer des joints, arrêtaient de prendre des rails de coke, ça peut paraître festif comme ça, mais vous faites naître ce genre de règlement de compte, vous faites naître d'exploitation des personnes, d'exploitation des mineurs, des assassinats, le financement du terrorisme, le financement de la prostitution. Bon, faut dire que c'est pratique de taper sur les consommateurs. Ça permet de rester bien planqué en tant que responsable politique. Plutôt que de reconnaître l'échec de décennies de politiques ultra répressives, on préfère moraliser, culpabiliser ou désigner des boucs émissaires commodes. Ça évite de se poser la question qui fâche. À quoi ont servi 50 ans de pénalisation si la consommation est toujours là, si les trafics prospèrent et si la violence continue? Culpabiliser l'usager, c'est aussi éviter de regarder en face les conséquences de la casse des services publics, en particulier ceux de la santé, de la psychiatrie et de la prévention. Dans ce contexte, criminaliser l'usage revient davantage à punir les symptômes plutôt que de traiter les causes réelles. Et puis, taper sur les consommateurs permet aussi et surtout de ne pas regarder la précarisation qui s'étend à vitesse grand V en France et qui pèse sur les vies et sur la santé mentale. C'est certain qu'il est plus confortable d'ignorer tout ça et de balayer sa propre responsabilité en expliquant que le problème viendrait avant tout de choix individuels inconséquents. La stigmatisation des usagers, c'est juste la politique des lâches. Mais on continue avec les élucubrations de Macron hier. Alors, il y a quelques années, on disait qu'il faut qu'il y ait une poursuite pénale. Comme on n'arrivait pas à faire une poursuite pénale, ça prenait un temps fou, parce qu'il fallait ramener au poste, etc. On a mis en place, c'est une innovation des dernières années, une amende forfaitaire délictuelle. Tout de suite, on pouvait vous mettre l'amende. Ça a permis de commencer à avancer les choses. Mais maintenant, on va changer drastiquement sur deux trucs. Deux trucs. Alors ça y est, on lui met 3 jeunes dans le public et il se donne un genre. Alors il n'y a plus de locution latine d'un coup, mais vas-y Manu, dis-nous ce que c'est, tes nouveaux trucs pour taper sur les consommateurs de drogue. 1, les procédures de recouvrement. On va mettre des commissaires de la République pour aider les finances publiques, la justice à les recouvrer, parce qu'on a des taux de recouvrement qui ne sont pas satisfaisants. 2, on va le passer à 500 € l'amende. 500 €, parce qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue. Parce que ça n'est pas festif de se droguer. Ce n'est pas la même chose que des choses qui sont licites. Il y a ce qui est licite et illicite dans une démocratie. Il faut juste que toute personne qui consomme de la drogue se dise bien qu'elle alimente aujourd'hui le narcotrafic qui fout nos villes et nos quartiers en l'air.
Si on ne dit pas ça clairement aux gens, on se trompe de cible. Donc, si on résume, les trucs révolutionnaires de Macron pour lutter contre le trafic, c'est de prendre de l'argent aux méchants consommateurs responsables de tous les maux de la société. Ah bah ça c'est du jamais vu, dis donc. Le chef de l'État veut donc faire flamber l'amende forfaitaire mise en place en 2020 pour désengorger les tribunaux en la passant de 200 à 500 euros. Bon, tout ce qui l'intéresse au final, c'est de s'enrichir et d'enrichir l'État sur le dos du trafic de drogue et des malades. Super. Et puis on sait pas très bien où il veut en venir avec sa comparaison là sur ce qui est licite ou pas licite. C'est une pub déguisée pour l'alcool ? Si vous voulez vous retourner la tête, faites marcher la filière viticole française ? C'est pas très clair. Et si son raisonnement n'est basé que sur la légalité des produits, pourquoi ne va-t-il pas jusqu'au bout ? La France est le pays qui a la législation la plus répressive d'Europe concernant la drogue, et force est de constater que ça n'enraye en rien le phénomène. D'ailleurs, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives fait état depuis plus de 30 ans d'une hausse constante des usages de drogue en France. Alors peut-être est-il temps de s'interroger sur la stratégie, comme le font d'ailleurs nos voisins européens. Emmanuel Macron n'a de cesse de vanter l'Europe habituellement, mais sur ce coup-là, il refuse catégoriquement d'aller s'inspirer des politiques en vigueur hors de nos frontières. En novembre dernier, Bénédicte Desforges, ex-lieutenant de police et membre de Police contre la prohibition, était sur notre plateau pour parler justement de l'importance du fait de repenser nos politiques sur cette question. On l'écoute. On peut parler de dépénalisation et de légalisation qui ont chacune leurs atouts. Si on dépénalise l'usage de drogue, on renvoie ce qui est aujourd'hui un délit du champ pénal au champ socio-sanitaire. C'est-à-dire, on peut identifier si les consommateurs de drogue ont un problème d'addiction, ont un problème de désocialisation et les orienter vers un parcours de soins. Ce qui permettrait, et moi c'est surtout cela mon sujet, ce qui permettrait à la police de faire autre chose que la chasse aux consommateurs et aux fumeurs de shit, vous voyez. Étant donné que la pénalisation de l'usage de drogue n'est pas dissuasive et n'a pas d'incidence ni sur la consommation ni sur le trafic, autant dépénaliser et laisser les policiers faire autre chose. 5 millions de fumeurs, chiffre d'affaires du trafic de drogue entre 3,5 et 7 milliards d'euros. Là-dessus, le cannabis, c'est 80% au moins du trafic. C'est ce qui a permis, ça a été le fonds de commerce de systèmes d'organisations comme la DZ Mafia, qui ont installé leur puissance sur le cannabis, qui maintenant font de tout, y compris extorsion de fonds, racket, meurtre. Donc si on légalise le cannabis, on coupe clairement, mais il ne faut pas tarder à le faire, parce que ça, bientôt, ce ne sera même plus la peine de le faire, mais on coupe clairement l'herbe sous le pied des dealers. L'État s'occupe de tout, distribution, production et tout, et puis basta. C'est pas dangereux, c'est pas iconoclaste, ça se fait dans plein de pays. Et en Europe alors, pendant que beaucoup pataugeaient encore dans une répression aveugle, le Portugal a choisi de dépénaliser depuis plus de 20 ans l'usage et la possession de drogue pour consommation personnelle. Face au ravage de l'héroïne dans les années 90, le pays a décidé de changer complètement de logiciel et de traiter les consommateurs comme des malades et plus comme des criminels. D'ailleurs, c'est le ministère de la Santé qui a initié ce changement de stratégie et aujourd'hui, le Portugal affiche l'un des taux d'usage de drogue les plus bas d'Europe. Et évidemment, le trafic, quant à lui, est toujours interdit et sanctionné. Mais plus récemment, ailleurs, les choses bougent aussi. Après Malte et le Luxembourg, l'Allemagne est devenue le 3e pays à opter pour une légalisation du cannabis en 2024 via notamment une distribution encadrée du produit et l'autorisation de petites cultures personnelles. Les drogues dites dures, elles, restent illégales et sanctionnées pénalement. Aux Pays-Bas, cette distinction entre drogue douce et dure s'applique, même si le cannabis n'est pas vraiment légalisé, seulement toléré pour usage personnel, sans possibilité de production ici. L'Espagne aussi a commencé
commencer à desserrer l'étau. Si les drogues sont toujours interdites à la consommation et à la possession dans l'espace public, une tolérance est appliquée dans des lieux dédiés appelés Cannabis Social Club, à Barcelone et en Catalogne notamment. L'achat et la consommation sont légaux uniquement pour les membres adultes de ces clubs privés. On peut aussi évoquer la Suisse qui a autorisé le cannabis médical depuis août 2022 et qui planche sur un projet de réglementation plus générale. C'est en revanche un pionnier sur les salles de shoot, des lieux de consommation à moindre risque mis en place depuis 1986. Les personnes accros au crack ou à l'héroïne peuvent s'y rendre et se voir distribuer facilement des seringues et des traitements de substitution. En France, évidemment, on se souvient de la polémique liée à l'expérimentation des salles de consommation, appelée chez nous Halte Soins Addiction. En 2016, 2 structures expérimentales voient le jour, à Paris et à Strasbourg, à l'initiative des maires Jeanne Barséguian et Anne Hidalgo. Alors immédiatement, la machine politique et médiatique s'est emballée, à droite surtout évidemment. On y a vu des lieux où on peut se droguer légalement, ou pire, un encouragement à la consommation, le tout en dénonçant une atteinte aux sacro-saintes valeurs morales. Encore aujourd'hui d'ailleurs, des membres du gouvernement comme Gérald Darmanin continuent de s'opposer à ces initiatives, arguant qu'elles pourraient favoriser le trafic ou troubler la tranquillité publique, malgré toutes les évaluations démontrant pourtant le contraire. On n'est jamais à une contradiction près. L'expérimentation, elle, a été prolongée jusqu'en 2027 par décision parlementaire, mais fidèle à sa tradition, la France est encore très loin de pérenniser le dispositif et encore plus de l'étendre au reste du territoire, malgré son vif succès. La pseudo-morale passe toujours en priorité. Outre les déclarations aussi tonitruantes que creuses de Macron pour soi-disant lutter contre le narcotrafic, le plus amusant reste quand même la dissonance dans les discours. D'un côté, l'heure est grave, le territoire est gangréné par les mafias de la drogue qu'il faut réprimer encore et toujours plus durement. Et de l'autre, il y a le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui ne peut pas s'empêcher de passer la brosse à reluire au chef ainsi qu'à ses petits bonhommes en bleu. Depuis 2017, il a complètement révolutionné le trafic de la lutte contre le trafic de stupes. C'est lui Il a qui nous demande révolutionné, bien sûr, il nous a demandé de créer l'OFAST, c'est ce qui a été fait. On a décloisonné, on démantèle de plus en plus de réseaux, on a des moyens juridiques, des moyens budgétaires. Avec le projet de loi de 2026 budgétaire, qui j'espère sera voté, on aura 700 emplois supplémentaires, dont 300 qui rentrent sur la criminalité organisée. Donc on ne lutte Des pas. moyens pour l'investigation. On attaque la pieuvre et on essaie de l'attaquer à la tête. On aura, avec la loi narco, la bouge encore, possibilité de geler administrativement des avoirs. C'est-à-dire que les préfets pourront prendre des décisions de gel d'avoirs contre les narcotrafiquants. Donc on s'attaque évidemment à la pieuvre. Je peux pas. Benoît Payan laisse à penser qu'on s'attaque aux consommateurs. Les consommateurs, oui, c'est un problème. C'est un problème. S'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafic. C'est juste ce qui est dit, pas plus. Oh bah oui, il est super notre Emmanuel quand même, hein. C'est ça qu'il faut retenir. Il se bat, mais la méchante pieuvre a trop de bras. C'est pas de sa faute si ça foire. Lui, il fait de son mieux, comme toujours. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. En réalité, Macron fait avec le narcotrafic ce qu'il fait toujours. Du bruit, la guerre, et en prime, il moralise et réprime. Mais tout ça n'est qu'un prétexte, pas pour améliorer les choses, mais pour discipliner la jeunesse, stigmatiser les quartiers populaires et étendre son néolibéralisme qui écrase déjà tant notre pays. Sur la drogue, comme pour le reste, Emmanuel Macron ne fait rien. Pire encore, il aggrave la situation. Encore 508 jours à tirer. Et avant de passer à l'actu du jour, le média a un message pour vous. Depuis plus de 8 ans, nous tenons bon dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, plus de 25 travailleurs et travailleuses écrivent, enquêtent, filment, montent. Chaque jour, il et elle mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre, c'est à vous qu'on la doit. Alors aidez-nous à continuer à vous informer, à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Abonnez-vous ou faites un don défiscalisé aux médias. Vous retrouverez toutes les infos sur notre site et grâce à vous, le combat continue. C'est désormais le 5e jour consécutif de mobilisation pour les agriculteurs. Des autoroutes, routes et axes ferroviaires sont encore bloqués partout en France. En cause, la gestion par les autorités de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale bovine. Hier soir, mes collègues de Toujours Debout ont reçu Nina Lejeune de la Confédération paysanne pour en parler. Selon elle, le protocole sanitaire d'abattage total des troupeaux de bovins n'est pas en phase avec la situation
situation sur le terrain. Déjà, juste pour resituer, la crise de la DNC, pour nous, elle a commencé dès fin juin, dès l'apparition du premier cas dans les Savoies, où dès le départ de cette crise, on s'est fortement mobilisé avec la Confédération paysanne auprès des éleveurs touchés, mais aussi au niveau national avec la participation notamment aux différents CNOPSAF qui ont pu avoir lieu. Donc c'est le Conseil national de l'orientation de la politique sanitaire en animale et végétale, où nous a été présenté donc ce fameux protocole qui fait tant de débat aujourd'hui, donc un protocole qui est basé avant tout sur l'abattage total des troupeaux dès l'apparition d'un premier cas. Donc voilà les premières critiques qu'on a pu formuler étaient justement que tout était misé en fait sur l'abattage total des troupeaux, qui était très peu accepté par les éleveurs, qui étaient quand même dans l'incompréhension. Et nous, on avait quand même des demandes, notamment sur un triptyque qui était basé sur de la vaccination, une limitation stricte des mouvements et un abattage ciblé, notamment des animaux qui en présentaient le besoin, donc pour des raisons plutôt de bien-être animal en cas de souffrance de l'animal. Aujourd'hui, on voit que la crise s'étend, qu'il y a des cas qui sont apparus dans différents départements, notamment là donc d'abord les Pyrénées-Orientales, puis l'Ariège et encore aujourd'hui la Haute-Garonne. Et donc en fait, c'est un ras-le-bol qui s'exprime. Hier, Sébastien Lecornu a réuni à 2 reprises ministres et préfets pour faire un point de la situation. À l'issue de ces entretiens, le Premier ministre a demandé une accélération de la stratégie vaccinale. La ministre de l'Agriculture a alors exposé le plan de bataille pour éradiquer la dermatose, à commencer par la vaccination généralisée des bovins, qui va être donc accélérée. Annie Genevard s'est notamment engagée à ce que les 1000 exploitations de l'Ariège obtiennent leur couverture vaccinale d'ici au 31 décembre. Et pour accélérer ce processus, les vétérinaires de l'armée, des retraités et des étudiants devraient être mobilisés. Ce matin sur France Inter, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, expliquait être plutôt en phase avec le protocole proposé par le gouvernement. Écoutez, nous, depuis le début, sur cette maladie qui est extrêmement contagieuse, on est allé voir les scientifiques, ceux qui ont des compétences. Et vous savez, dans le monde scientifique, il y a des débats aussi. Et nous, on s'appuyait sur le consensus scientifique pour faire en sorte que ceux qui savent puissent nous éclairer. Et c'est la ligne qu'on a tenue jusqu'à maintenant. Elle est très difficile à tenir, cette ligne, dans le monde dans lequel on vit. Mais je crois que pour un agriculteur responsable, c'est la ligne qu'il faut tenir aujourd'hui. Et moi, j'entends mes collègues qui m'appellent toutes les minutes pour me dire, mais est-ce qu'on peut pas faire évoluer ce protocole ? Nous l'avons demandé au gouvernement. J'ai entendu que la ministre mettait en route une commission indépendante avec des scientifiques. Si le consensus évolue, nous évoluerons. Et les agriculteurs se mobilisent aussi cette semaine, car l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur arrive à une phase décisive. Ce traité vise à faciliter les échanges commerciaux entre les pays de l'UE et ceux de l'Amérique du Sud. Il ouvrirait donc davantage le marché européen à des produits agricoles importés à bas coût, produits dans des conditions sociales, sanitaires et environnementales largement inférieures aux normes imposées aux agriculteurs européens. Pour eux, ce projet est synonyme de concurrence déloyale, d'effondrement des prix, de pression et d'accélération d'un modèle productiviste destructeur. Après avoir fait plusieurs allers-retours sur la question, la France affirme aujourd'hui s'opposer à l'accord. En attendant, les agriculteurs appellent à de nouvelles actions tout au long de la semaine. Les socialistes, communistes et écologistes vont-ils s'unir pour gagner la mairie de Paris ? À moins de 100 jours des élections municipales, les 3 partis prévoient une candidature commune dès le premier tour. Nous avons travaillé et convenu avec Emmanuel Grégoire, le candidat PS, qu'il porterait cette union, a annoncé le candidat écolo David Béliard sur France Info ce matin. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'être divisés, expliquait de son côté le communiste Yann Brossat ce matin sur Ici Paris Île-de-France. La candidate LFI Sophia Chikirou n'a en revanche pas encore intégré cette union des gauches. L'objectif affiché des 3 partis est de constituer une liste commune à gauche pour faire bloc face à un possible basculement à droite de la mairie de Paris. Soutenue par les Républicains et certains macronistes, la maire du 7e arrondissement et ministre de la Culture, Rachida Dati, apparaît en tête des intentions de vote dans les sondages.
De nouveaux rebondissements judiciaires dans les affaires de notre cher Nicolas Sarkozy. Hier, le parquet national financier a annoncé demander le renvoi d'un procès contre l'ancien président de la République, son épouse Carla Bruni Sarkozy et la communicante Mimi Marchand. Les magistrats soupçonnent ces 3 protagonistes, aux côtés de 8 autres personnes, d'avoir joué un rôle central dans la volte-face de Ziad Takedine. Souvenez-vous, ce franco-libanais a longtemps affirmé avoir servi d'intermédiaire dans la remise de fonds libyens destinés à financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Mais en 2020, lors d'un entretien qu'il donne à un journaliste de Paris Match et à un photographe de Best Image, l'agence de presse de Mimi Marchand, il déclare finalement que Nicolas Sarkozy n'a jamais reçu d'argent en provenance de la Libye, un revirement que le parquet estime tout sauf spontané. Nicolas Sarkozy est donc soupçonné d'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée et de recel de subordination de témoins. Si le tribunal suit les réquisitions du PNF, le trio encourt jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et on conclut ce récap avec l'actualité internationale. Hier, Donald Trump a une nouvelle fois durci sa politique migratoire en allongeant la liste des ressortissants étrangers interdits de séjour aux États-Unis. Les nouveaux pays concernés par cette mesure sont le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Soudan du Sud et la Syrie, tandis que le Laos et la Sierra Leone se voient passer de restrictions partielles à totales. Ce durcissement cible donc les populations confrontées à des conflits armés ou à une instabilité politique. Les Palestiniens disposant de documents de voyage émis par l'autorité palestinienne sont évidemment également visés. En juin dernier, une douzaine de pays s'étaient déjà vus interdire l'entrée du pays. Pour la Maison-Blanche, ces mesures doivent interdire l'entrée sur le territoire américain aux étrangers qui ont l'intention de menacer les Américains. L'ONG Amnesty International parle de son côté de décrets discriminatoires, racistes et absolument cruels. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie de nous donner un précieux coup de pouce en cette fin d'année, n'hésitez pas, je vous le redis, à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en attendant une chaîne TNT, retrouvez-nous sur YouTube, nos chaînes Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.